Alors, bienvenue pour ce webinaire organisé par les organisateurs du concours Capitale française de la biodiversité, qui vous propose donc un cycle de webinaires pour partager des actions exemplaires issues des différentes éditions du concours et aussi préparer l'édition 2021. Pour ce troisième webinaire, le thème que nous avons retenu est celui de biodiversité et citoyenneté, qui est le troisième axe du concours Capitale française de la biodiversité. Alors qu'il s'agisse d'éducation à la nature, de végétalisation, de jardinage, de sciences, d'inventaire ou de budget participatif, les communes et les intercommunalités ont un rôle clé d'animation des énergies et des initiatives des acteurs de leur territoire. Ces acteurs, ce sont en premier lieu les citoyens, mais aussi les associations, d'autres institutions ou les collectivités, les établissements d'enseignement et de recherche ou encore les entreprises. Alors, comment les fédérer autour d'un projet? Quelles sont les expériences qui existent partout en France? Quels outils mobiliser aussi pour mobiliser autour de la biodiversité? Nous allons avoir trois interventions sur ces sujets avant de passer à un temps d'échange. Donc, nous aurons tout d'abord un panorama d'action issu du concours de Capitale française de la biodiversité des éditions de 2010 à 2020, réalisé par Gilles Lecuir de l'Agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France. Puis nous aurons le retour d'expérience de Cyril Lomet, directeur jardin et biodiversité de la ville de Rennes, qui était capitale française de la biodiversité en 2016 sur le thème sol et biodiversité. Et enfin, nous aurons une présentation rapide des atlas de biodiversité communale par Stéphane Lefebvre, qui est chef du service appui aux acteurs et mobilisation des territoires à la direction régionale de l'Office français de la biodiversité en Occitanie. Alors, avant de passer la parole, je voulais faire un petit rappel du déroulement. Nous allons être ensemble pendant 1 heure. Il va y avoir 30 à 40 minutes d'intervention qui seront suivies d'un temps d'échange. Pendant la présentation, vous pouvez poser vos questions via le chat. Donc, selon les sujets, on essaiera avec mes collègues Ludovic Provost et Marianne Edon de vous apporter une réponse directement par écrit, ou bien je reprendrai vos questions à l'issue du temps de présentation pour un échange avec les intervenants. Et enfin, vous précisez que ce webinaire est enregistré et donc vous pourrez accéder au replay. Les présentations seront mises à disposition également en format PDF, ainsi que d'autres ressources qui pourraient être mentionnées, et notamment l'ensemble des questions et réponses que vous pourrez poser via le chat sur le site internet www.capital-biodiversité.fr. Je vous propose, sans plus attendre, de commencer avec la première présentation, qui sera un retour d'expérience issu du concours Capitale française de la biodiversité, réalisé par Gilles Lecuir, qui va pouvoir partager son écran. Bonjour à toutes et à tous. Pardonnez-moi. Me voici, j'arrive. J'ai fait une petite sélection partielle et partiale parmi les très nombreux exemples d'actions exemplaires issues des 10 années du concours. Est-ce qu'on voit bien mon diaporama? Oui, on voit bien ton diaporama. Merci beaucoup. Pour commencer, l'idée était de brosser à grands traits un petit tour de France. Donc, j'espère vous faire un peu voyager, comme à chacun de nos webinaires. Un tour de France d'actions réunies au cours de ces 10 dernières années. Vous en trouverez beaucoup d'autres sur le site internet de Capitale française de la biodiversité. Et évidemment, je ne vais pas être exhaustif. Mes camarades Cyril Lomet et Stéphane Lefebvre compléteront sur des sujets que je n'aurais pas abordés. Premier exemple, évidemment, les chantiers nature, ici à la métropole Rouen-Normandie, avec un travail qui est organisé en interne par la collectivité et qui, 20 fois par an, propose des demi-journées non seulement, bien sûr, de travaux de génie écologique, mais surtout de sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de gestion des milieux naturels. C'est essentiellement une réponse à une demande qui émane d'établissements de formation, d'entreprises,
ou d'associations. Et ici, on est sur une lande à Calune qui subit de la fermeture et qui a besoin d'un peu d'intervention. Autre exemple, évidemment, plus en milieu urbain, c'est l'aménagement et la gestion du jardin écologique à Lille, si j'arrive à vous la montrer. Pardon, la voici. Et donc là, on est dans un bon exemple de création de jardins collectifs à l'initiative d'habitants dans le cadre d'un appel à projet municipal. On reviendra probablement avec Cyril Lomet sur des dispositifs de type budget participatif, permis de végétaliser. Là, il s'agit d'un appel à projet porté par la maison de quartier et un travail de création d'un jardin sur une friche essentiellement végétale située sur les remparts de Lille, avec le réemploi sur place de l'ensemble des matériaux. Et c'est un exemple qui s'inscrit dans une tradition lilloise, la tradition des AJON, Association des jardins ouverts et non enclos, qui ont été les pionniers français de ce qui est devenu un peu partout les jardins partagés. À Strasbourg, on a, avec cette très jolie illustration qui va vous apparaître, Strasbourg ça pousse, la collectivité a mis en place un portail unique pour toutes les volontés de jardiner, planter, voire même laisser pousser. Et donc, on y trouve sur ce portail Internet guichet unique Strasbourg ça pousse, eh bien, tous les renseignements concernant les jardins familiaux, les jardins partagés, ou encore la végétalisation de trottoirs, l'envie de cultiver ou d'entretenir des pieds d'arbres devant chez soi ou dans son commerce, ou encore de végétaliser les murs, les toitures. C'est ouvert pour à la fois les habitants, les citoyens, mais aussi les collectifs, organisés ou non, et puis bien évidemment les associations. C'est un portail qui comprend aussi des ressources documentaires, mais qui est aussi un vecteur d'animation, de formation, qui comprend une carte pour regarder à côté de chez soi ce qui est disponible en matière d'espace végétalisé ou végétalisable. L'instruction par les services municipaux est faite le plus rapidement possible quand on a une envie de quelque chose, et ensuite la collectivité aide à la mise en œuvre. Enfin, autre exemple, évidemment, au-delà de l'action sur l'espace lui-même, eh bien, l'observation de la nature, c'est un élément fort. Et ici, je vous emmène à La Roche-sur-Yon, qui a réalisé une année d'animation, Ma vie nature, autour des sciences participatives. L'objectif, c'est la découverte du territoire, de ses espèces, de ses enjeux, au travers de films, d'expositions, de débats, d'ateliers, de sorties nature et bien évidemment d'animation et d'inventaire participatif, avec la découverte d'un protocole de sciences participatives par mois. La collectivité s'appuie pour cela sur une association experte, Terre de Sciences, qui l'assiste dans cette animation. Et tout au long de l'année, on peut découvrir des protocoles sur les chauves-souris, les oiseaux, les vers de terre, les pollinisateurs. En parallèle, la collectivité mène avec l'IUT locale un travail avec Sauvage de Maru, donc, qui est le protocole de sciences participatives de la flore des interstices urbains, pour pouvoir comparer avec l'inventaire de la flore urbaine qui avait été réalisé sur 150 hectares en 2014. L'idée est de pouvoir mesurer le changement de pratique lié notamment à l'arrêt de l'usage des phytosanitaires et peut-être, pourquoi pas, une évolution éventuellement de la flore liée au changement climatique rapide au cours de la dernière décennie. Toujours sur les sciences participatives, je vous emmène maintenant à Nanterre, en région parisienne. Ce sont évidemment des outils pédagogiques en soi pour apprendre à distinguer les espèces observées et comprendre la manière dont elles vivent, mais ces programmes de sciences participatives peuvent aussi être support de projets pédagogiques, notamment dans le milieu scolaire ou périscolaire, pour faire des mathématiques, en faisant des statistiques évidemment, des arts plastiques, en dessinant les espèces observées, ou encore des langues étrangères, en cherchant à nommer ce
l'on observe en anglais ou en espagnol. Je vous signale donc le programme Viginature École, qui est justement conçu pour les enseignants utiliser les programmes de sciences participatives, comme c'est fait à Nanterre avec l'opération Escargot vers de terre, où donc les élèves sont invités à chercher escargots et limaces dans la cour de leur établissement. Les sciences participatives et, d'une manière générale, les compétences et les expertises sont aussi mises en valeur par les agents des collectivités. Et donc, à Lyon, il y a un travail qui a été mené assez important de suivi et de promotion de la biodiversité par la valorisation des compétences en interne, avec la constitution d'un réseau d'experts en biodiversité parmi les jardiniers de chaque arrondissement de la ville, puis 2 ans de travail, de montée en compétences avec des initiations, des ateliers mensuels co-animés avec des passionnés issus notamment des associations naturalistes locales et sur de nombreux sites qu'ils ont en gestion. Les jardiniers deviennent ainsi de véritables référents sur la biodiversité locale. Ils procèdent à des inventaires et des suivis naturalistes sur de grands nombres de taxons, vers de terre, flore des prairies avec par exemple le grand programme Floridage Prairie, microfaune du sol, papillons, oiseaux, même abeilles sauvages. Je vous rappelle que si vous ne le savez pas, Lyon et le Grand Lyon a été le terrain d'un programme européen appelé Urban Bees, qui a produit de très grandes références utiles pour chacun d'entre vous sur les pollinisateurs sauvages en milieu urbain. Ces observations abondent une base de données d'observations naturalistes et bien sûr permettent d'aider à l'évolution des pratiques de gestion de la dizaine de parcs labellisés éco-jardins à Lyon. Je vous emmène aussi maintenant à Saint-Paul, à La Réunion, pour montrer que l'importance des sorties nature, alors dans notre période de confinement et bien évidemment, je pense que pour chacun d'entre nous, ce besoin de contact avec la nature se fait sentir de manière absolument intime. Et c'est l'importance de ces sorties nature, elle est aussi importante près de chez soi. À Saint-Paul, il y a un travail qui a été fait, qui continue d'être fait, de redécouverte des milieux naturels de proximité, en l'occurrence des savanes, des milieux qui ont été délaissés avec l'arrêt du pâturage et qui ont pourtant un grand intérêt écologique, mais aussi culturel dans ce berceau du peuplement de l'île. Un travail de réalisation d'un herbier de la flore en français et créole avec des dessins réalisés par des habitants volontaires, des réouvertures plus traditionnelles de chemins au travers de la savane, des animations. Tout cela constitue, y compris à faire redécouvrir un milieu naturel tout proche des habitations et dont finalement on avait oublié les vertus, l'histoire. Il y a aussi un enjeu de sécurité avec le changement climatique. Ces milieux secs sont plus propices au risque d'incendie. Et donc, le fait d'y avoir une activité, de faire que ces lieux retrouvent un usage, c'est aussi augmenter l'attention et la prévention du risque d'incendie. Je vous emmène maintenant en Alsace, à Muttersholz, notre capitale française de la biodiversité 2017, pour un sentier pieds nus. Il s'agit là de ressentir la nature, de prendre le temps, de changer de point de vue. Le principe est de laisser ses chaussures à l'entrée du sentier qui est préparé et qui permet de faire en 1 heure de promenade la découverte du Ried, cette plaine inondable d'Alsace, de ses plantes, de ses animaux, mais aussi de ses paysages, de ses activités agricoles, de ses changements aussi au fil des saisons, le tout à côté de la maison de la nature. Alors, c'est une véritable activité touristique avec près de 30 000 visiteurs par an. Ça vaut le voyage et c'est aussi une manière de montrer que l'on peut avoir, sinon des débouchés économiques, en tout cas des débouchés d'activité avec des activités liées aux sorties nature.
Enfin, parfois, la végétalisation participative permet aussi de résoudre des mésusages de l'espace public ou privé. Par exemple, à Paris, le permis de végétaliser parfois donne l'occasion d'installer du mobilier urbain avec des plantes là où il y a du stationnement gênant de roues motorisées. Ici, je vous emmène à Montpellier, dans la résidence Le Maçon, pour ce qui a été appelé le Jardin de Main. Et ici, c'est le parking d'une résidence qui était peu utilisée pour le stationnement, parfois utilisée pour des travaux de mécanique un peu polluantes, voire des activités de rodéo motorisé très dérangeantes la nuit. Eh bien, la commune, en 2010, donc voici à désimperméabiliser ce parking. Alors, ce sont les agents communaux avec les entreprises qui ont procédé au découtage du bitume et à son enlèvement, mais ensuite ont organisé, avec un bureau d'études qui les assistait, eh bien, la végétalisation de ce jardin, la création de ce jardin sec méditerranéen avec les habitants de la résidence HLM en 24 heures, du vendredi au samedi soir, dans un esprit de fête et de rencontres. Donc, la citoyenneté, c'est évidemment le travail avec les bailleurs sociaux, mais aussi les résidences, les copropriétés, dont je rappelle qu'elles peuvent elles aussi labelliser leurs espaces verts éco-jardins. Enfin, citoyenneté, c'est aussi le travail avec le tissu économique, avec les entreprises. Et je finirai ce petit tour d'horizon sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, qui a créé une charte tous unis pour plus de biodiversité. Les entreprises, leurs salariés sont invités à faire, au travers d'une série d'engagements à la carte, parmi ceux proposés par la charte, des choix pour aménager, par exemple, une mare sur leur site d'entreprise ou pour observer la nature, créer des activités. Et je voudrais souligner que la clé de la réussite de cette charte Tous unis pour plus de biodiversité réside dans son animation au long cours. La collectivité confie à un bureau d'études l'animation, la formation, les conseils sur site pour l'ensemble des signataires de cette charte, qui peuvent être aussi des acteurs publics comme les communes de l'Eurométropole ou encore des collectifs ou associations. Et donc, c'est bien l'animation dans le temps continu qui est le facteur de réussite de l'ensemble de ces dispositifs, que ce soit les chartes ou les dispositifs d'animation, d'éducation à la nature ou encore de sciences participatives. Faire connaître une fois, c'est important, mais il faut maintenir l'effort d'animation pour que l'intérêt ne retombe pas et pour créer une vraie dynamique de long terme sur le territoire. Voici pour moi. Merci Gilles pour ta présentation. Je vais repartager mon écran et donner la main à Cyril Lomet pour qu'il puisse faire sa présentation et nous donner le retour d'expérience de Rennes, capitale française de la biodiversité, en 2016, avec une présentation des actions de la collectivité. Cyril, je te propose de passer les diapos et de commencer ta présentation. Il faudrait que tu actives ton micro. Hop, je le fais pour toi. Voilà. C'est bon. Tu as ma présentation? Tout à fait, tu peux passer les diapositives. Moi, je ne l'ai pas, excuse-moi. Je n'ai pas sur l'écran la présentation. Alors, je bon. passe. Très bien, bonjour à tous et à tous. Effectivement, pour le quart d'heure qui vient, je vais vous présenter quelques opérations rennaises autour de citoyenneté et biodiversité, en essayant d'indiquer, quand c'est possible, les facteurs de réussite ou les freins qu'on peut
qu'on peut rencontrer. Alors, la première opération que je présente en premier, parce que c'est la plus ancienne, c'est l'opération Jardiner ma rue, qui à l'origine était une opération qui s'appelait Embellissons nos murs et qui a été lancée il y a une quinzaine d'années par les habitants d'un quartier qui avait en fait, c'était un secteur où les rues n'étaient pas bordées, les rues n'étaient pas plantées, et donc il y avait un souhait d'améliorer la, la situation visuellement. Et des habitants ont pris l'initiative de commencer à planter des choses de leur choix au pied de leur maison, sans aucune autorisation, mais ça, c'était pas vraiment le problème. Donc, quelques tentatives ont été faites à ce moment-là, quelques réactions parfois de voisins qui comprenaient pas pourquoi on avait des plantes là où c'était propre avant. Voilà, des petites choses qui ont fait que ça a mis un peu de temps à démarrer. Et depuis une dizaine d'années maintenant, la ville a repris à son compte ce concept. Et grâce à quelques opérations exemplaires sur des bâtiments communaux et beaucoup de communication aussi, on a pu faire démarrer sur l'ensemble de la ville ce principe. Alors, qui consiste en quoi? Qui consiste à découper au pied des maisons sur le domaine public des petites surfaces qui permettent aux habitants de planter. Donc c'est bien organisé maintenant. Je vous donne un autre exemple, je vais vous montrer une autre photo. Alors le principe est que les Rennais s'inscrivent, font une demande sur Internet d'inscription à ce dispositif, on les rencontre, on voit sur place ce qui est possible de faire, parce que parfois c'est pas possible. On prend en charge les travaux, on fournit les graines si les personnes le souhaitent, et on leur permet aussi de faire un peu de publicité grâce à des petits flyers ou des petites affichettes qu'ils peuvent mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes à 560 participants à cette opération Jardiner ma rue, avec un linéaire d'à peu près 3,5 km de trottoirs qui sont comme ça plantés. Alors, ça marche bien, ça nécessite, Gilles l'a dit juste avant, une communication régulière, parce qu'on comptait un petit peu sur l'effet d'exemple, en se disant que dans une rue, si quelqu'un s'y met, son voisin va peut-être s'y mettre aussi. C'est vrai, mais c'est quand même assez lent et ça ne marche que si régulièrement on en remet une couche en termes de communication. On a des bilans annuels et on voit que les années où on n'a pas fait de communication spécifique, le taux n'augmente pas. Dès qu'on fait de la communication, ça augmente. Alors on a été un peu plus loin aujourd'hui dans ce principe-là. Lors d'aménagement de rues, de petites rues, où là, on profite du raménagement de la rue pour proposer aux habitants d'aménager des espaces dans cette rue qui sont enherbés, plantés, et qui sont entretenus par les habitants eux-mêmes. On a fait ça sur deux rues à Rennes et ça fonctionne bien. Et pour vous dire que le principe général, et puis je conclue là-dessus sur cette opération, c'est qu'on n'a aujourd'hui aucun abandon, puisqu'il est tout à fait possible qu'une personne abandonne parce qu'elle s'en va ou qu'il y a un changement de locataire ou de propriétaire. Au jour d'aujourd'hui, on a eu 0 abandon, ce qui veut dire que lors des transactions immobilières ou des changements de personnes, les personnes qui vivent dans les maisons continuent à poursuivre le travail de leurs prédécesseurs, ce qui est quand même très rassurant. Je voulais donner aussi un exemple d'une initiative privée qui, je la cite parce que je voulais la montrer parce que c'est des opérations qui sont de plus en plus demandées. En fait, ce sont des entreprises. Bon, pour ne pas la citer, là, c'est Yves Rocher, qui a son siège à Rennes, ceci explique cela, qui, dans le cadre du management de ses équipes, a proposé à la ville de Rennes un chantier qui constitue
chantier de plantation où les salariés de l'entreprise, mais aussi leurs enfants, viennent planter des baliveaux. C'est vraiment à leur initiative. Ça se passe comment? Ça se passe avec un encadrement de jardiniers professionnels et du prêt de matériel aux personnes. Ça se passe par 2 journées ou demi-journées, c'est une fois par an. C'est une initiative qui se développe. On a déjà été sollicité par plusieurs entreprises, beaucoup c'est exagéré, mais plusieurs entreprises pour faire des plantations de baliveaux à Rennes. Alors, je dirais là, il n'y a pas de frein. On en a quand même un sur la ville de Rennes, c'est que la surface disponible pour faire ces plantations n'est pas extensible sur notre territoire. On a un territoire vert, hein, je ne l'ai pas dit au début, mais on a plus de 850 hectares publics sur la ville, qui en compte 5000. Mais on a aussi des surfaces qui sont destinées à l'agriculture urbaine et à des maraîchers qu'on souhaite développer. Et donc là, on se retrouve un petit peu en conflit, on va dire, entre nous-mêmes. Et donc l'idée là, plutôt sur ce genre d'opération, c'est d'élargir ce type d'opération à la métropole qui dispose de beaucoup plus de place. C'est un peu le frein pour nous. Autre exemple d'opération récente, voilà, c'était toujours c'est la plantation de vergers partagés. Très clairement, à Rennes, comme dans beaucoup de villes, nous avons des jardins familiaux. Nous avons développé ces 10 dernières années beaucoup de jardins partagés. Mais la demande s'est faite d'avoir des jardins un peu particuliers. Ce sont des vergers partagés. Donc vous voyez sur la diapo l'ensemble des projets qui ont été réalisés ces 3-4 dernières années. Alors comment ça fonctionne? En fait, on actionne des associations comme la Société d'horticulture, mais aussi une association qui s'appelle Vers le Jardin, qui est subventionnée par la ville et qui anime ce genre d'opération et la gestion ultérieure avec des associations qui sont identifiées. Donc, l'opération consiste à implanter, voilà. Là, on retrouve les mêmes d'autres images. À organiser des journées, donc voilà, avec on voit la société d'horticulture, il y a des personnes vers le jardin, on a des jardiniers et bien entendu des habitants qui sont, entre guillemets, recrutés par les associations pour faire ce type de plantation et de vergers. Alors on voit là qu'on peut faire des vergers en périphérie. Là, ce qu'on a vu juste avant, c'est plutôt dans un quartier de faubourg. Mais vous voyez jusqu'où ça va, puisque là, nous avons réussi à implanter des végétaux sur des zones très, très minérales du centre-ville. Il faut savoir Rennes est une ville verte, mais le centre-ville est souvent considéré comme trop minéral. Et nous avons été jusqu'à pouvoir implanter un verger au pied des Champs Libres, hein, qui est vraiment dans l'hypercentre rennais. Donc là, aujourd'hui, ça fonctionne. Je n'ai pas de frein particulier. On organise régulièrement des plantations et les associations qui gèrent ces vergers se débrouillent par elles-mêmes. Il n'y a aucun problème. Et enfin, je voulais parler, Gilles l'a évoqué, c'est le budget participatif. Alors, le budget participatif à Rennes, ce qui a été retenu comme principe, c'est que 5% du budget d'investissement de la ville de Rennes, qui correspond à peu près à 3,5 millions d'euros par an, soit fasse l'objet de travaux, soit utilisé pour des travaux qui ont été des projets qui ont été votés par les habitants, proposés et votés par les habitants. Donc, comment ça se passe? Les habitants font des propositions, des habitants, des individuels ou des groupes d'habitants. Les services analysent la faisabilité, le coût, parce qu'il y a quand même des coûts limites à respecter. Ça a été 500 000, maintenant c'est 250 000. Et ensuite, il y a un comité qui décide de fait
que ces projets, une fois analysés, passent ou pas au vote. Il y a une mise au vote avec, là c'est un frein, une limite aussi qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on cherche à faire en sorte que tous les quartiers puissent être représentés. Et on sait bien que dans ce genre de choses, c'est pas toujours facile d'avoir une représentativité très bonne. Donc il y a des systèmes, je ne vais pas détailler, mais qui permettent d'avoir au moins par quartier un projet qui est retenu. Pour ce qui nous concerne, nous, on a depuis 4 ans, et c'est le même taux chaque année, c'est environ la moitié des projets qui sont proposés qui concernent le végétal. On n'a pas été complètement surpris, mais ça représente quand même énormément et ça montre bien l'intérêt que les habitants portent au végétal en ville. Donc, depuis chaque année, donc c'est à peu près 200 projets qui sont déposés, qui sont analysés pour en garder une cinquantaine au vote et à peu près 25 projets qui sont retenus en fin de vote. Donc ça veut dire que chaque année, nous avons 12-13 projets à mener par notre direction autour du végétal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les projets sont très, très variables. Là, nous avons très classiquement des réaménagements de squares de proximité. Là, je vous montre une photo sympathique de l'inauguration. C'était déjà des projets ça, assez coûteux. On est plutôt autour de 200-250 000 euros. Juste avant que la photo ne passe, c'est des jardins partagés. Très clairement, c'est aussi une forte demande et le budget participatif permet d'y répondre. Et puis des choses beaucoup plus modestes qui rejoignent l'agriculture urbaine, des choses comme un poulailler qui a été aménagé et qui est géré par un groupe d'habitants. Je ne l'ai pas précisé, mais si c'est la ville qui pilote, bien sûr, puisque c'est le budget ville, donc c'est un technicien de la direction qui pilote, le porteur de projet, celui qui a proposé le projet qui a été élu, est associé tout au long du projet jusqu'à sa livraison. Et vous voyez, il y a comme je disais, il y a des choses plus importantes que d'autres en termes de taille et en termes de coût. Mais je voulais terminer, j'espère qu'il ne va pas. Voilà. Sur ce projet qui est emblématique pour Rennes sur le budget participatif, c'est l'implantation de végétal sur la Vilaine. Vous voyez, là, on est dans la partie très minérale de la ville. Et là, on a une opération qui est relativement coûteuse, hein, là, on a touché le plafond, on ne l'a pas dépassé, mais on est à 500 000 euros pour une opération qui a été menée avec le porteur de projet du début à la fin. Ça a mis pas mal de temps, puisqu'on a mis bien 2 ans pour faire ça. C'était complexe techniquement, mais ça a été réussi. Et la porteuse de projet a été du début à la fin associée à l'équipe et a même travaillé en équipe à un point où elle disait elle-même qu'elle avait l'impression de faire partie de la direction des jardins 2 ans après le début de cette aventure. Voilà, donc pour conclure sur le budget participatif, il n'y a pas eu un 5e budget participatif parce que on comprend aisément que voter pour un budget participatif à 15 jours ou à peu près des votes des municipales, c'était pas judicieux, donc la municipalité n'a pas souhaité reconduire pour cette année. Ce qui est à peu près certain, c'est que quelle que soit l'équipe municipale qui soit retenue, elles ont toutes dans leur programme le principe de repartir sur ce type d'opération qui est vraiment très, 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 très apprécié des Rennais. Voilà. Et en parlant des Rennais, parce que c'est bien d'eux dont on parle, moi, je voulais partager avec vous une interrogation, puisque nous avons eu nos concitoyens, hein, c'est pas propre à Rennes, confinés pendant ces 6 semaines. Et le retour qu'on a aujourd'hui, qui est assez intéressant, c'est qu'on a beaucoup de courriers d'habitants qui ont vu leur environnement changer, et notamment l'herbe se développer, et tout ce qui va avec
avec des volontés très, très clairement affichées de la part de nos concitoyens de modifier nos modes de fonctionnement actuels et de laisser plus la nature se développer telle qu'elle a pu le faire pendant ces 6 semaines. Je trouve que c'est intéressant parce que je pense que dans beaucoup de villes, on va avoir ce type de retour. Donc, est-ce que c'est aussi demain plus de participation des habitants dans leur environnement? Ça reste une question, bien sûr. Merci de votre attention. Merci Cyril pour cette intervention. Je propose de passer la parole maintenant à Stéphane Lefebvre, qui va pouvoir partager son écran avec sa présentation des atlas de biodiversité commune. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Donc, je vais vous faire un petit résumé du principe des atlas de biodiversité communale. Donc, on a élaboré la présentation avec Sébastien Flores, le chef du service mobilisation des territoires à notre direction centrale de l'Office français de la biodiversité à Paris, et donc avec moi-même qui suis issu d'Occitanie. Donc, un ABC, c'est quoi? Un ABC, le but de la démarche, c'est de constituer une aide à la décision pour les communes ou les intercommunalités afin de préserver et valoriser leur patrimoine naturel. C'est donc la philosophie, la droite ligne de ce que viennent présenter Gilles et Cyril. Il y a 3 axes essentiels autour des ABC, la connaissance, la sensibilisation, et l'objectif, in fine, c'est d'intégrer les enjeux de biodiversité dans les politiques publiques. Donc, je vais détailler un peu ces 3 axes. Les ABC et la connaissance, c'est avant tout d'acquérir des données sur 3 groupes taxonomiques. C'est ce qui est préconisé quand on veut se lancer dans la réalisation d'un ABC, à partir d'inventaires naturalistes, donc soit faits en régie par des experts, comme on a pu le voir dans les présentations précédentes, soit en recourant à des spécialistes dans des bureaux d'études, soit issus de relevés réalisés dans le cadre de sciences participatives. Ensuite, l'idée, c'est de produire des cartographies de synthèse des enjeux de la biodiversité et une cartographie de l'occupation des sols et notamment de la végétation. Donc, je vous ai mis dans la présentation divers petits documents et des liens à consulter a posteriori. Donc là, vous avez le guide des ABC qui date de 2014 à l'époque et le guide de détermination des habitats terrestres, donc selon une typologie européenne. Ensuite, la connaissance, l'intérêt, c'est aussi qu'elle puisse être remobilisée ultérieurement. Donc, pour cela, ce qui est utile et nécessaire, c'est de la centraliser. Donc, vous avez tout ce qui est l'inventaire national du patrimoine naturel en lien avec les systèmes d'information sur la nature et les paysages qui sont plutôt portés en région. L'INPN est au niveau national. Donc, je vous ai mis les liens aussi pour pouvoir consulter les productions de l'INPN et son fonctionnement, ainsi que les liens sur les SINP. Une petite remarque au passage, c'est que par rapport au SINP, souvent les prestataires ou les partenaires associatifs sont adhérents au SINP, mais ce qu'il est surtout utile de faire, c'est qu'en tant que porteur de projet, vous adhériez, suivant les modalités de mise en œuvre des SINP dans vos régions, que vous adhériez également au SINP pour faciliter la circulation de toutes les données. Donc ensuite, ça repose également les ABC sur des opérations de sensibilisation et de mobilisation citoyenne. Donc là, ça fera plutôt aussi écho à la présentation de Gilles. Je vous ai mis des liens sur tout ce qui est Viginature, il y a également des sites relais Viginature dans les régions, des petites implantations en relais de ce qui est fait au niveau national par le muséum. Et il y a également tout ce qui est le portail des sciences participatives où vous pouvez accéder à tous les protocoles pouvant se décliner soit dans les mondes socio-professionnels, auprès des scolaires, auprès des riverains, auprès des habitants, etc. En termes d'aide à la décision, l'idée c'est de, ensuite, une fois qu'on a récolté toutes les données d'habitat, de faune et de flore, de croiser avec les enjeux liés à l'urbanisme du territoire. Et donc là, je vous ai mis des guides également de présentation de ce qu'il est possible de faire. Donc là, c'est issu de l'Agence régionale pour l'environnement ARB PACA, donc sud-est de la France. Donc un guide de comment croiser les PLU, PLUI avec la biodiversité. C'est un travail qui a été aussi mené avec des outils et des guides du CEREMA.
Et une des questions évidemment fondamentales dans tout cela, c'est les financements, comme on vient de le voir avec la présentation de Cyril. Et du coup, un portail d'éléments qu'il est utile, je pense, de commencer à mieux connaître, c'est Aide au territoire, qui permet à peu près en temps réel de savoir tous les appels à projets qui peuvent être portés par les agences de l'eau, par nous, l'OFB, par tous les organismes publics, l'ADEME, etc. Donc tout ce qu'il est possible de mobiliser comme financement pour conduire son projet. Ensuite, une petite séquence de témoignages sur l'intérêt de conduire un ABC. Donc là, c'est plutôt donner la parole aux acteurs. Donc on vous a mis des liens par rapport à, par exemple, ici, la Caisse des dépôts et consignations dans la branche biodiversité de celle-ci, qui apportait à un moment donné les financements via la FRB des ABC, avant que l'agence ne prenne le relais et maintenant l'office. Donc je vous ai mis les liens pour consulter le témoignage. Ici, on aura plutôt un lien sur la réalisation d'un ABC avec une implication scolaire. Donc, on rejoint tous les programmes type aire éducative terrestre. Et le dernier exemple, c'est aussi ce qui avait été commencé à être engagé au niveau politique avec l'engagement au niveau du Sénat qui était fait à l'automne 2019. Donc, en lien avec la dernière remarque de Cyril et la demande des concitoyens, on verra comment ça sera repris dans le giron au niveau politique par la suite de la situation actuelle. Après un petit retour d'expérience, la plus issue, moi, de ceux que je suis, des ABC que je suis dans le périmètre Occitanie, donc on a une trentaine de porteurs de communes ou intercommunalités, et ça englobe à peu près une centaine, 120 communes impliquées. Ce qui ressort quand on fait des réunions de l'ensemble des porteurs, c'est que c'est une initiative qui se révèle à terme mobilisatrice parce qu'elle permet un partage de connaissances et des savoir-faire entre les habitants, les services techniques, les élus, et aussi via la richesse du tissu associatif. Il y a des fois des initiatives auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, par exemple en associant les clubs de foot à des opérations de sensibilisation à la biodiversité. Donc, toute cette richesse-là du tissu associatif. C'est une démarche qui se révèle aussi fédératrice parce qu'il y a une convergence des intérêts généraux, on va dire, qui sont portés par les politiques sectorielles et les intérêts économiques, avec une convergence avec les services, on va dire, d'intérêt privé, notamment en termes de cadre de vie, mais aussi de sentiment d'appartenance à une même communauté et d'utilité entre nous et en lien avec la nature. C'est une démarche qui est facilitatrice puisqu'elle aide à la planification territoriale et à l'anticipation des valeurs écosystémiques qui sont à prendre en compte dans les dossiers réglementaires. Donc ça permet d'anticiper l'instruction de tout ce qui relève des IOTA, les installations, ouvrages, travaux et aménagements qui sont soumis à déclaration et autorisation par exemple. C'est une démarche démultiplicatrice puisqu'elle conduit à une contamination positive entre les communes et les intercommunalités voisines en leur donnant envie de se lancer dans la démarche par la suite. Et c'est aussi une démarche révélatrice puisqu'elle permet de mettre en lumière les communes, les intercommunalités engagées dans la préservation de la biodiversité. Donc ce qui ressort après, des fois les concitoyens demandent « mais ma commune, au fait qu'en est-il? Y a-t-il un ABC dans ma commune ?» Donc on a commencer à développer un portail de données relatif aux ABC que je vais vous présenter pour terminer la présentation. En quelques chiffres, les ABC, ça donne quoi? Il y en a plus de 500 actuellement. Porteurs de projets, ça regroupe 1500 communes qui sont impliquées depuis 2010. Et au niveau de l'Agence française de la biodiversité qui a précédé l'Office français de la biodiversité, il y a eu 107 projets soutenus qui comprenaient 1156 communes. Donc c'était passé par des appels à manifestation d'intérêt 2017 à 2019, sachant que celui de 2019, il était spécialement dédié au territoire d'outre-mer. Donc le portail de DataBC, il a pour objectif d'améliorer la connaissance sur les programmes ABC. Quels sont les réseaux d'acteurs, quels sont les états d'avancement, quelles sont les méthodes utilisées, quels sont les enjeux révélés. C'est aussi comme objectif d'accompagner les acteurs du programme ABC dans le partage des données qui en sont issues. Donc un petit synoptique du projet. Je ne sais pas si vous voyez ma souris à l'écran. Oui. Donc je parlais des données brutes en introduction, donc elles sont versées au niveau des SINP régionaux, à l'INPN au niveau national. Elles sont retransmises sur le portail du site internet ABC.
Les documents de synthèse, c'est-à-dire les rapports d'avancement et les rapports finaux produits par les porteurs de projets, sont directement versés sur le site internet ABC. Et tout ce qui est valorisation cartographique, qui ne rentre pas dans le champ de l'INPN, qui sont plutôt, il y a des outils de type Carmen, il y a des aides en ligne qui sont proposées pour pouvoir constituer ces cartographies, produire les cartes d'enjeu. Et pareil, il y a des liens après pour récupérer les cartes d'enjeu via le site internet ABC. En quelques illustrations, il y aura une page de présentation des actualités, des documents de référence sur le portail DataBC. Et ensuite, on pourra rechercher par région, département, commune, si notre commune fait l'objet d'une démarche ABC. Et après, on peut zoomer et accéder aux données, aux rapports, aux cartographies de chacune des communes. Voilà, merci de votre attention. Merci pour cette présentation. Je vous propose maintenant qu'on puisse passer à un temps d'échange avec les différents intervenants. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur le chat à destination notamment de Cyril sur l'opération Jardiner ma rue. Alors, je vais essayer de faire une synthèse de ces différentes questions pour toutes te les proposer d'un coup et que tu puisses y répondre. Donc, des interrogations, on va dire, d'un côté technique. Donc, sur la technique, comment ça se passe pour l'ouverture, la découpe des trottoirs? Est-ce qu'il y a systématiquement une étanchéité? Est-ce qu'il y a des problématiques parfois lors de la découpe des trottoirs? Comment se passe la relation aussi avec le service voirie pour éviter des herbages intempestifs qui pourraient être mis en place sur ces espaces? Est-ce que la communication mise en place, elle suffit? Ensuite, en lien avec les habitants, combien de temps prend le traitement des demandes? Est-ce que c'est la ville qui porte l'ensemble de la démarche ou est-ce qu'il y a des liens avec la métropole? Est-ce que les conseils fournis portent sur des végétaux locaux dans l'incitation aux plantations? Et puis, en lien avec les propriétaires, comment se passe la gestion pour les plantes grimpantes? Est-ce qu'il y a, comment on obtient l'accord des propriétaires pour la mise en place de ces plantes grimpantes? Et dernier point, quelle est l'explication apportée au fait qu'il n'y ait pas d'abandon? Pourquoi finalement l'expérience rennaise fonctionne si bien? Et en cas d'abandon, qu'est-ce qui serait envisagé par la collectivité? Est-ce que c'est la fin de l'aménagement sur le site ou est-ce que c'est une reprise en gestion par la collectivité? Alors, ça fait beaucoup de questions, je pourrais les repréciser si jamais il t'en manque. Ok. Sur les aspects techniques, le découpage est fait par une entreprise qu'on commande. On décroute juste l'enrobé qui est le plus souvent sur le trottoir. Et on met un petit mélange, mais c'est 15 cm, hein, c'est vraiment très très léger. Et il n'y a pas de problème par rapport au mur, si je pense que la question elle est là, ou au risque d'infiltration. Non, il n'y a pas de, il y a aucun souci. On fait un mélange léger, mais on va pas, c'est pas très profond. Hein, il n'y a pas d'agression du mur, on va dire, de la fondation. Je rejoins la question de la gestion du mur et de l'accord pour avoir les plantes grimpantes. En fait, c'est les murs des personnes, c'est les propres personnes qui font ces plantations sur leur mur. Donc, il n'y a pas d'autorisation, ils se donnent eux-mêmes l'autorisation. Nous, on va être plutôt à dire, est-ce que c'est possible par rapport à la largeur du trottoir? C'est surtout cette question-là qui se pose, ou quelque chose qui serait dans le sous-sol, un ouvrage technique qui serait à cet endroit-là dans le sous-sol. Mais c'est très rare. Je pense qu'on doit avoir eu une ou deux difficultés techniques pour répondre positivement. Donc c'est très peu. Sur la question de l'arrachage par le service de propreté de la voirie, il y en a eu au tout début, parce qu'effectivement, on avait
on n'avait pas communiqué entre les deux services. Donc, c'est chose faite depuis quelques années maintenant. Le service de voirie est intégré dans la démarche. C'est-à-dire que quand c'est bien nous qui pilotons l'opération, mais on associe la voirie qui de fait est informée à la CARTO de tout ce qui est de tout ce qui est volontaire. D'autre part, depuis l'année dernière, la voirie ne nettoie plus, n'arrache plus l'herbe qui peut pousser à l'angle des murs et des trottoirs. Donc la question est réglée, puisque de toute façon, ils n'y vont plus. Sur les délais, c'est rapide, on va dire en 2 mois, l'affaire est réglée. Comment ça se passe en fait? C'est quand on a la demande qui arrive au service, il y a un rendez-vous qui est pris sur place avec un technicien qui va regarder la faisabilité et qui va en même temps regarder la question des conseils à donner, notamment sur le choix des végétaux. Là, il y a un rôle très très important donc nous, on a des sachets qui sont des sachets types, mais il y a un travail qui est fait forcément en fonction de l'exposition de la situation de la façade ou autre. Donc là, il y a un rendez-vous en fait technique qui est pris avec l'usager et le technicien. Et sinon, comment on explique? Alors, s'il y a abandon, le principe, c'est qu'on remet la petite bande d'enrobé qui avait été enlevée pour l'occasion. Il n'est pas possible d'envisager que le service prenne en charge la poursuite de. C'est un peu le deal en fait qui est fait avec les habitants. C'est que s'il y a abandon, il n'y a pas reprise par la ville de la gestion. Alors comment l'expliquer? Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de changements de propriétaires, c'est la continuité qui se fait. Là, je n'ai pas d'explication. On le constate, on s'en réjouit. J'irai pas, enfin, j'ai pas regardé dans le détail, mais on peut même imaginer que si quelqu'un abandonne, son voisin qui éventuellement le fait aussi prend en charge par souci de continuité de l'opération. Mais sinon, non, je n'ai pas d'explication. Donc, merci. Il y avait une dernière petite question sur le temps de traitement des demandes et est-ce qu'il y a un lien avec la métropole ou est-ce que c'est entièrement porté par la ville? Et d'autres questions qui sont arrivées entre-temps sur la participation des copropriétés. Est-ce qu'il y en a du coup, ce qui expliquerait aussi les craintes qui peuvent exister entre différents propriétaires par rapport à d'éventuelles infiltrations ou dégradations de façade liées au plan de grimpante. Est-ce qu'il y a ces cas-là à Rennes? Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de copropriété. D'accord. Je pense qu'il y a une difficulté entre les personnes à se mettre d'accord sur l'intérêt de le faire. Je pense que c'est devant la complexité de trouver un accord. On sait que sur ce sujet-là et plein d'autres, les copropriétés, c'est pas simple. Effectivement, on n'a pas de demande de copro. Ça peut être des institutions, mais c'est toujours privé pour une personne. Et c'est uniquement la ville, effectivement, aujourd'hui, qui intervient, même si la voirie est du domaine, est une compétence Rennes Métropole, mais c'est la ville qui pilote ça. C'est vraiment une question communale, avec accord effectivement de la métropole pour le fait de découper une partie de son patrimoine. Et sur le délai, oui, on peut considérer en moyenne entre en 2 mois le sujet est traité. D'accord. Eh bien, merci. Alors, une autre question, toujours pour Rennes, sur les vergers partagés. Donc, ça a aussi intéressé. Est-ce qu'il y a des surfaces minimales? On a vu dans ta présentation que finalement, c'était très variable dans les espaces de la collectivité. Et est-ce qu'il y a des dégradations
qui sont effectués sur ces vergers et si oui ou si non, comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de taille minimale. En fait, c'est le site, on souhaite investir un site et puis on fait en fonction du site. C'est pas un verger, c'est pas le verger qui impose, qui contraint le site, c'est l'inverse. En fait, ensuite les vergers sont gérés par des associations. Donc, est-ce qu'il y a de la casse? On n'en avait pas jusqu'à ces dernières semaines. On en a eu là très récemment, où des arbres ont été coupés sur un site un peu isolé. Dans ces cas-là, la ville, là, dans le cas particulier, va fournir quelques végétaux pour compléter. Mais l'idée générale dans ce genre d'accord, c'est que les associations gèrent par elles-mêmes tout ce qui, toutes les suites à des dégradations. Ils assurent pleinement la gestion du verger. Et c'est vrai que ce sont des vergers ouverts. Donc on en avait d'autres, on n'avait vraiment pas constaté de dégradation en particulier. D'accord. Alors, on va changer d'intervenant. Une des petites questions pour Stéphane. Donc, sur les ABC, alors la première question, c'était quelle était la différence entre un ABC et un IBC, donc inventaire de biodiversité communale, et comment est-ce qu'une commune, intercommunalité peut solliciter une ARB pour mettre en œuvre un ABC? Comment ça marche? Quel est le coût? Donc, on peut déjà commencer avec ces deux questions-là. Alors, la démarche entre les IBC et les ABC, je vous avoue que les inventaires, je maîtrise moins que les atlas de biodiversité. Les IBC, je pense que c'est plus dans la ligne de ce qui a été fait dans les années 90, notamment dans l'Est de la France. Ça reposait plutôt sur l'associatif et du participatif. Et que les ABC, maintenant, c'est lié depuis notamment 2010, quand ça a été repris par le ministère avec des aides financières. Donc à l'époque, soit le ministère, soit la Fédération Biodiversité entre 2015 et 2017, et maintenant par l'agence, et maintenant l'Office. Alors par rapport aux ARB, pour l'instant, elles ne peuvent pas être sollicitées directement parce que le porteur de l'appel à manifestation d'intérêt, c'est l'Office français de la biodiversité. En tout cas, quand on souhaite actuellement émarger à des possibilités financières, c'est l'Office qui le porte. Donc après, on peut mettre en place un ABC sans financement. Il y a aussi des communes qui lancent une démarche ABC à partir des guides, de tous les éléments qui existent, sans appel à des financements via nous. Et la troisième question, c'était, je l'ai mangé. C'était quel est le coût? Et le coût, c'est très variable. Très variable. En tête, ce qui me vient, c'est que ça va on va dire, autour de 10 000 € pour une petite commune de l'an de 300-500 habitants à des projets très ambitieux. Je vais citer la ville en question, c'est Nîmes, et Nîmes Métropole, le coût du projet total, c'est 320 000 €. Et du coup, l'aide de l'OFB, c'est à hauteur de 80%. Après, ça passe par des jurys de sélection au niveau national, une admissibilité, on va dire, sur des critères administratifs, et après, ça repose sur une analyse technique au niveau régional, l'admissibilité, la pertinence des projets, et après, tout ça, c'est recroisé au niveau national pour, dans les lignes budgétaires, pouvoir aider du mieux possible l'ensemble des candidats. D'accord. Le premier AMI de l'AFB 2017, 5 millions €. Le deuxième, 1,5 million € à l'échelle nationale. Le troisième, on a vu plutôt centré outre-mer, 1,5 million €. Peut-être qu'avec l'Office, on serait sur 2,5 millions €. Ce ne sera pas pour 2020, au vu de la situation. Donc, on s'oriente vers un AMI qui serait lancé dernier trimestre 2020 et déblocage des aides financières au premier trimestre 2021.
D'accord. Et une dernière question sur le portail DataBC. Quand est-ce qu'il doit être rendu accessible au grand public et quels seront les moyens d'y accéder? Pour l'instant, tout le maquettage est fait. Il est en ligne, mais il est en ligne en interne, on va dire. Parce qu'on est dans la phase, ça devait se faire là, mais forcément, situation oblige, c'est décalé. Donc, je pense pour la rentrée septembre, il sera accessible par tout le monde. Et après, il y aura des systèmes de login avec mot de passe en fonction du rôle que les uns et les autres auront pour l'alimenter, les porteurs de projets directement, ou nous pour y administrer un certain nombre de données. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Alors, il est midi, il va falloir qu'on clôture ce webinaire. Il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais on vous fera part d'une réponse avec les ressources qui seront mises en ligne. Donc, je voulais juste vous rappeler le prochain et le dernier rendez-vous de ce cycle de webinaire Capitale française de la biodiversité. Ce sera le 19 mai, toujours de 11h à midi, sur le thème eau et biodiversité, qui est le thème retenu pour le concours 2021, avec une présentation de comment candidater en 2021. Vous pouvez retrouver toute la programmation et les événements à venir sur le site internet www.capital-biodiversité.fr, où vous retrouverez également donc le replay de ce webinaire, les échanges qui ont eu lieu via le chat avec vos questions-réponses, les présentations des intervenants avec tous les liens, et il y en a eu beaucoup, vers des ressources à consulter, et l'ensemble des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre dans ce laps de temps d'une heure, du fait du sujet qui soit quand même très apprécié par les participants. Je remercie tous les intervenants, je vous remercie à vous aussi d'avoir participé à ce webinaire, et je vous souhaite une bonne journée en espérant vous revoir pour le 19 mai.